Euh, Bienvenue dans ce cours de physiologie animale. Dans ce cours de physiologie animale, potentiel d'action. Le potentiel d'action, c'est donc lui qui permet la propagation du signaux sur une longue distance. Très bref, avec une amplitude totale d'environ euh, 100 millivolts, de moins 70 millivolts à plus 30 millivolts. Les cellules excitables, déjà vues, qui sont généralement des cellules qui génèrent un potentiel d'action, c'est les nerfs et les muscles. L'influx nerveux, c'est le potentiel d'action généré par les neurones produit seulement par les axons au niveau de ce qu'on appelle le cône d'implantation. Il se propage le long de l'axon jusqu'au bouton terminaux. Jusqu'au bouton terminaux, c'est la direction de cet influx nerveux dans ce cas-là. Les phases de potentiel d'action. Venons sur ce schéma. On a la première partie, 1, le numéro 1. C'est cette partie-là, la courbe en bleu, c'est moins 70 millivolts. Donc, après, c'est moins 70 millivolts, c'est le potentiel de repos. C'est avant l'apparition de potentiel d'action. Le potentiel d'action, c'est la partie en bleu. Numéro 2, la phase 2, c'est ce qu'on appelle la dépolarisation. Dépolarisation. Ça veut dire le potentiel, il va vers la valeur positive de moins 70 millivolts vers 30 millivolts. Il est dû essentiellement à l'ouverture des canaux Na+. Après la stimulation efficace, on a l'ouverture du canaux Na+, et l'entrée des ions Na+, dans la cellule. Donc, cette phase 2 de dépolarisation, elle est due à l'ouverture du canaux de Na+, et l'entrée de Na+, dans la cellule. Donc, c'est augmentation de la perméabilité de sodium. C'est la courbe orange. Cette partie-là, la première partie, augmentation de la perméabilité de sodium. Après le pic de potentiel d'action, juste au pic, on a fermeture du canon de sodium, ce qui fait, on va voir le potentiel d'action qui va diminuer. C'est la phase 3, ce qu'on appelle la phase de repolarisation. Repolarisation. C'est quoi la repolarisation? Ça veut dire fermeture des canaux Na+, et ouverture du canon K+. Ça veut dire sortie de K+, de milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. C'est donc la courbe en vert qui montre l'augmentation de la perméabilité. La première partie, augmentation de la perméabilité de K+, potassium. Et donc, la dépolarisation, la phase 3, elle est due à deux phénomènes importants. C'est fermeture du canon Na+, et ouverture des canaux K+, et donc sortie de K+, de milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Vers la quatrième étape, la phase 4, vous voyez qu'on a
une phase qu'on appelle hyperpolarisation. Pourquoi hyperpolarisation? On a la dépolarisation et la repolarisation, mais cette repolarisation, elle est un peu en excès. Ça veut dire qu'elle dépasse le potentiel de repos vers les valeurs plus négatives. On l'appelle ça hyperpolarisation. La repolarisation jusqu'au potentiel de repos, mais elle dépasse un peu le potentiel de repos, ce qu'on appelle hyperpolarisation. Elle est due essentiellement à l'ouverture, la continuité d'ouverture de certains canaux K+. Même si on a la perméabilité, elle est diminuée K+, c'est la deuxième partie de la courbe verte, mais il y a certains canaux qui restent encore ouverts, et donc la continuité de sortie du K+, ce qui provoque cette hyperpolarisation. Après, on revient à l'état de repos, moins 70 millivolts. Ce trait-là, ce trait en pointillé, c'est le seuil d'excitation. Ça veut dire chaque stimulation qui est inférieure au seuil, donc il ne va pas provoquer le potentiel d'action. Vous voyez ces quatre phases, ces quatre schémas qui peuvent nous expliquer ce qu'il arrive au niveau de la membrane pendant les quatre étapes de potentiel d'action. La première étape, c'est le potentiel de repos. Vous voyez là, couleur mauve au niveau du potentiel d'action. Ici, c'est la partie horizontale, c'est le potentiel de repos. Ça, tous les canaux sont fermés. Na plus et K+. Vous voyez dans le schéma, Na+, il est fermé. Le canal K+, aussi, il est fermé. Vous voyez les vannes d'activation et les vannes d'inactivation sont fermées. Tout est fermé. Deuxième étape, c'est la dépolarisation. Vous voyez dans la courbe, c'est l'augmentation de la courbe vers les valeurs plus positives. Donc, il est dû à quoi? À l'ouverture du canal Na+. Vous voyez la flèche en jaune, l'entrée de Na+, de milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Alors que les canaux K+, sont encore fermés. Donc, la cause de cette partie-là, des polarisations, c'est essentiellement l'entrée de Na+, dans la cellule. La troisième étape, c'est la repolarisation. Vous voyez dans le schéma de potentiel, diminution de potentiel. C'est la repolarisation. Elle revient vers l'état de repos. Elle est due à quoi? Les canaux sodium sont fermés, mais les canaux K+ sont ouverts. Hein? Et donc, vous voyez la sortie de K+ vers le milieu extracellulaire et donc la repolarisation. Dans la quatrième phase, hyperpolarisation, normalement, on a certains canaux K+ qui restent ouverts. Donc, ces canaux qui restent ouverts, et ce sont qui permet donc cette diminution, cet excédent de la diminution de la repolarisation au-dessous du potentiel de repos. Donc voici les quatre événements qui correspondent, qui peuvent nous expliquer chaque partie de la courbe de potentiel d'action. Ça veut dire en fonction de l'ouverture et la fermeture des canaux Na+ et K+. Maintenant, les propriétés de potentiel d'action. Le potentiel d'action, c'est un phénomène de tout ou rien. C'est quoi la loi de tout ou rien? Ça veut dire une fois est déclenché, un potentiel d'action atteint son amplitude maximale, qui est plus 30 millivolts. Peu n'importe l'intensité de stimulus, une fois est déclenché, les potentiels d'action sont indépendants de force de stimulus. Ça veut dire l'amplitude, elle est indépendante de la force de stimulus. Donc, vous voyez dans le schéma, là en mauve, c'est l'intensité de stimulation. En bleu, c'est le potentiel d'action, c'est la réponse de la membrane. Au départ, 0, on a 0 excitation en volts et on a 70 millivolts. C'est le potentiel de repos. On commence la stimulation, mais il est faible. À un moment donné, voilà, il est faible.
lorsque la stimulation atteint le seuil d'excitation, ce trait en pointillé, seuil d'excitation, on a déclenchement de potentiel d'action en bleu vers le haut. Ce trait-là en bleu qui part de moins 70 millivolts jusqu'à 30 millivolts. Et comment? C'est continu. Voilà, c'est dans la même amplitude. C'est la même amplitude. 30 millivolts. Le potentiel ne dépasse pas 30 millivolts, quelle que soit la stimulation. Donc, il continue. Une fois la stimulation descend au-dessous du seuil d'excitation, le trait en pointillé, on n'enregistre pas de potentiel d'action dans la courbe en haut. Vous voyez, il y a absence de potentiel d'action dans cette phase. On continue. Une autre fois, on a stimulé plus, on dépasse le seuil d'excitation, mais un peu plus vers le haut. On a apparition de potentiel d'action, mais le potentiel d'action dans même amplitude. Il ne dépasse pas 30 millivolts, mais avec une fréquence cette fois-ci plus élevée. De fréquence plus élevée. Et donc, la fréquence, c'est en relation avec l'intensité de stimulation. Elle est en relation avec l'intensité de stimulation. Mais l'amplitude ne dépasse pas 30 millivolts. Ça peut être lorsque le seuil est atteint, la dépolarisation continue jusqu'à ce que un nombre maximal de... Deuxième propriété, c'est ce qu'on appelle la période réfractaire absolue, en rouge, et la période réfractaire relative. C'est quoi la période réfractaire absolue? Vous voyez dans le schéma la partie colorée en vert. Cette partie-là, on ne peut pas avoir un autre potentiel d'action si on stimule l'action, quelle que soit l'intensité. On ne peut pas avoir un deuxième potentiel d'action dans cette partie-là, qui correspond donc à la dépolarisation et à la repolarisation. Ça veut dire que c'est la partie où le neuron ne doit pas répondre à aucune stimulation, quelle que soit l'intensité. Donc c'est la période réfractaire absolue. Deuxième période réfractaire en bleu, là c'est 3 phases en bleu, c'est la période réfractaire relative. C'est une période durant laquelle on peut avoir un deuxième potentiel d'action. Si on fait une stimulation, par exemple à ce niveau-là, au niveau de temps 2 millisecondes, ou bien 3 millisecondes, même si on est dans la phase d'hyperpolarisation, on peut avoir un potentiel d'action, un deuxième potentiel d'action avant la terminaison de ce potentiel d'action. Et ça donc, il faut qu'on ait une stimulation beaucoup plus importante. Mais uniquement dans cette phase qu'on appelle la période réfractaire relative. Mais dans la phase en vert là, quelle que soit l'intensité de stimulation, on ne peut pas avoir un deuxième potentiel d'action. Maintenant, la propagation de potentiel d'action. Le potentiel d'action doit parcourir donc toute la longueur d'un axe pour influencer le prochain neuron. Si on a stimulation d'un neuron, il y a formation d'un potentiel d'action. Ce potentiel d'action, il ne doit pas s'arrêter, il doit continuer de se propager jusqu'à les autres neurones pour transmettre le message. Une fois déclenché, un potentiel d'action, il se propage en lui-même. Hein? Donc, la propagation se fait par l'intermédiaire d'un courant local entre les régions adjacentes. Vous voyez dans le schéma. On va expliquer ce schéma-là. D'abord, en bleu, le premier schéma, moins 10 millivolts. Moins 10 millivolts, c'est quoi? C'est le potentiel de repos. On a stimulation. La stimulation, à ce niveau-là, au point là, dans le neuron, la couleur en rouge, stimulation. Donc, on a changement de polarité, inversement de charge. Le milieu là en rouge, les charges plus vers le milieu intracellulaire et les charges moins vers le milieu
extracellulaire. Il y a commence un potentiel d'action. Donc on continue, le temps t0, le potentiel d'action n'a pas encore enregistré. Pourquoi on n'a pas le potentiel dans ce schéma-là? On a le potentiel de repos parce que il n'arrive. Vous voyez l'électrode d'enregistrement, il est un peu loin de la. Donc on attend que l'excitation ou bien la dépolarisation arrive à l'électrode pour qu'il soit enregistré. Vers le deuxième schéma, on a la partie là, première partie, moins 70 mV horizontale, c'est le potentiel de repos. Et on a le voltage qui va vers, donc il augmente, c'est à 2000 secondes. Le voltage, il arrive à 30 millivolts. 30 millivolts, c'est l'amplitude maximale de potentiel d'action. Il est enregistré parce que la dépolarisation, elle arrive au lieu où il y a l'électrode d'enregistrement. Voici la couleur rouge. La couleur rouge, elle arrive maintenant à l'électrode, au milieu, au point où il était implanté l'électrode d'enregistrement. Et vous voyez vers le milieu intracellulaire, il y a des signes positifs, plus. Vers le milieu extracellulaire, c'est le signe négatif. Donc le potentiel, il arrive à ce point où il y a l'électrode, on enregistre un potentiel d'action qui a une amplitude de 30 millivolts. Le troisième schéma, 4 millisecondes. Le sommet de potentiel d'action dépasse l'électrode à ce point de la membrane, donc elle est hyperpolarisée. Vous voyez l'électrode, le sommet, la couleur rouge, il dépasse l'électrode. Ça veut dire qu'on ne va pas enregistrer parce qu'on a dépassé le milieu d'enregistrement, on a déjà la repolarisation, mais on a encore hyperpolarisation. Ça, c'est la couleur gris, signifie qu'il y a encore l'hyperpolarisation, même si le potentiel a dépassé ce point-là. Donc, vous voyez, il y a un avancement, un déplacement de potentiel d'action le long d'axon. Elle passe d'un point à l'autre. Au départ, elle est encore loin d'électrode. Le schéma B, il arrive à l'électrode. Le schéma C, il dépasse l'électrode. Donc ça montre un peu qu'il y a un déplacement de potentiel d'action. La vitesse de propagation de potentiel d'action, donc il change selon, par exemple, le diamètre de l'axon et selon la gaine de myélène, la présence ou l'absence de la gaine de myélène. Donc le diamètre d'axon, plus que le diamètre est grand, plus que la propagation est rapide. En plus, la gaine de myélène, déjà on a parlé de la gaine de myélène, c'est donc elle est produite par des cellules de Schwann, des cellules oligodendrocytes qui s'enroulent autour de l'axon pour protéger cet axon et isoler cet axon. Donc il isole électriquement l'axon et surtout il augmente la vitesse de propagation. On a aussi le nœud de Reinvers. Le nœud de Reinvers, c'est un interstice dans la gaine de myéline et il apparaît à l'intervalle régulier le long de l'axon. C'est la partie où il n'y a pas des cellules de Schwann. C'est entre les deux cellules de Schwann, on trouve un segment entre deux nœuds, ce qu'on appelle le nœud de Reinvers. Donc l'axon myélinisé, ce sont des axons enveloppés de la myéline, et amyélinisé, c'est l'axon qui n'ont pas cette enveloppe de gaine de myéline. Voilà la vitesse de propagation, c'est dans les deux cas. Le schéma, premier schéma, donc stimulation, on a l'apparition de l'influx nerveux, donc ces potentiels d'action, il se propage dans le deuxième schéma avec la même vitesse, c'est une gaine, c'est un axon qui est amyélinisé. Dans le deuxième schéma, vous voyez, on a le nœud de Reinvers, on a la cellule de Schwann, le coron, il saute d'un nœud à un nœud. Donc, ce qui va donc accélérer la vitesse. On parle de conduction saltatoire. Ça veut dire que les canaux de voltage, ils présentent seulement dans les nœuds de Reinvers. Et donc, ainsi le potentiel d'action ne sont générés que dans les nœuds. Donc, ils sautent d'un nœud à un nœud, ce qui donc accélère la propagation